Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle séance d'économie monétaire. Alors, le cours d'aujourd'hui sera consacré à une petite réflexion sur l'inflation. Donc, en fait, on va s'interroger sur le phénomène de la hausse des prix. Alors, on va essayer de voir c'est quoi d'abord cette inflation, donc comment est-ce qu'on peut la définir. Comment est-ce qu'on peut la mesurer? Je ne sais pas, donc on va passer en revue une notion comme celle de l'indice des prix à la consommation. Et puis après, on va essayer de voir quelles sont les causes de l'inflation. Donc en fait, on va voir et on va essayer surtout d'essayer de ne pas confondre entre la nature de l'inflation et les causes de l'inflation. Donc, c'est une confusion assez courante. Les gens ils confondent ce que c'est que l'inflation dans sa nature et bien sûr les facteurs qui la provoquent. Et puis essayer, bien entendu, de voir quelles sont les conséquences de l'inflation. Pourquoi est-ce que tous les gouvernements du monde, toutes les banques centrales du monde veulent lutter contre l'inflation. Alors là, on va essayer de voir un peu ce que sont les coûts de l'inflation et voir un peu qui gagne et qui perd de l'inflation. Alors, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste vous, informer qu'il y a quelques petites pages de notre polycopier qui ne feront plus partie de la matière d'examen. Comme vous le voyez sur, sur, votre, sur l'écran, donc la page 29, bien sûr, elle n'est pas, donc elle ne rentre pas dans la matière de l'examen. La page 28, donc comme vous pouvez le constater, donc j'ai tracé avec une ligne rouge. La page 27 aussi ne fait pas partie du programme, donc ça va juste l'alourdir et puis ce n'est pas, à mon sens, ce ne sont pas des notions très importantes. Et puis après, la page 26. Alors d'abord, on commence par cette définition de l'inflation. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'inflation, c'est la hausse du niveau général des prix. C'est la hausse du niveau général des prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce que le prix d'un bien quelconque ou d'un service a augmenté qu'on peut parler d'inflation. Donc l'inflation est un phénomène général, c'est-à-dire que il y a la hausse donc de la grande majorité des biens et des services qui font l'objet d'une consommation par les ménages. Alors comment est-ce qu'on peut mesurer cette hausse du niveau général des prix? Alors dans pratiquement tous les pays du monde, euh, cette évolution, elle est mesurée par un indice. Alors, l'indice le plus célèbre, si vous voulez, c'est l'indice des prix à la consommation, ce qu'on appelle l'IPC ou l'indice des prix à la consommation. Donc, c'est l'indice des prix à la consommation. Alors, donc, je mettrai à votre disposition sur Moodle, donc sur la plateforme de l'université, donc un petit article, donc c'est une petite page qui a été publiée dans un journal marocain il y a quelques jours en arrière, qui parlait de l'indice des prix à la consommation et puis les changements qu'il a connus cette année, notamment on a changé, si vous voulez, l'année de base pour le calcul de cet IPC. D'accord, donc ça, je le mettrai à votre disposition. Alors maintenant, euh, cet IPC, à votre niveau, il faudrait savoir comment, globalement, si vous voulez, ou quelle est la logique qui permet de le construire, parce que une fois qu'on a construit l'IPC, une fois qu'on a calculé, si vous voulez, l'IPC pour une année déterminée, eh bien, c'est l'évolution de l'IPC dans le temps, c'est-à-dire si on calcule juste la variation de l'IPC dans le temps, eh bien, on a le taux d'inflation. D'accord? C'est par exemple si on a un IPC pour l'année 2019, d'accord? Donc, c'est un indice qui se calcule par rapport à une année de base et on calcule le même IPC
pour l'année 2020, d'accord? Eh bien, si on calcule le taux de variation de 2020 par rapport à 2019, donc je vous montrerai ça tout à l'heure à travers un petit exemple, eh bien, on a ce qu'on appelle le taux d'inflation annuel. Et ce taux, bien sûr annuel, donc la plupart des pays ont un taux d'inflation annuel, mais on peut bien entendu calculer des indices des prix à la consommation pour une période beaucoup moindre, si vous voulez, pour un mois, si vous préférez, et on peut euh, savoir, si vous voulez, quel est le taux d'inflation du mois de juin ou du mois de juillet ou quelque chose comme ça. Alors maintenant, je vais essayer, comme je l'ai dit tout à l'heure, de vous montrer un petit peu quelle est la logique de construction de l'IPC. Donc, je vais juste changer un peu, si vous voulez, l'écran ou la page qui figure à l'écran. Voilà. Donc là, j'ai des petites notes donc, que j'ai prises donc, sur une petite page. Et puis, malheureusement, on n'a pas le tableau. Et donc, finalement, il est très difficile des fois de vous écrire les choses qui me semblent importantes. Vous avez là une petite page qui reprend un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, l'inflation, elle est mesurée par l'indice des prix à la consommation qu'on appelle l'IPC. Et donc, en fait, c'est la variation de l'IPC dans le temps qui nous permet de calculer l'évolution des prix et donc le taux d'inflation. On verra ça dans un instant. Et puis l'IPC, et ça c'est l'élément qui me semble le plus important, l'IPC est un panier type composé des principaux biens et services consommés par les ménages par un ménage compte tenu de son revenu. C'est-à-dire que, imaginez-vous, vous avez un immense panier, donc comme un panier d'une ménagère. Donc votre maman ou votre papa, quand il va faire le marché, il prend un panier. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire on va essayer de composer un panier d'un certain nombre de biens et de services les plus consommés. Hein, on ne va pas mettre des choses, si vous voulez, qui ne sont pas dans les habitudes de consommation des gens, mais on sait très bien, par exemple, dans le cas du Maroc, de quoi est-ce que ce panier est composé. Je ne sais pas, les produits alimentaires, par exemple, on peut trouver le transport, enfin les frais de transport, les dépenses relatives à la santé, donc on peut trouver les dépenses relatives aux loisirs, etc., etc. Et donc, dans beaucoup d'autres pays, c'est pratiquement la même chose. Mais puisque les habitudes de consommation d'un pays à un autre ne sont pas pareilles, eh bien, la composition de cet IPC peut changer du Maroc par comparaison à la France ou par comparaison à l'Espagne. Mais il y a toujours un panier type qu'on appelle le panier de la ménagère. Le panier de la ménagère. Alors, ce panier peut être constitué de centaines, voire même des fois des milliers de biens et de services. L'essentiel, c'est de choisir les éléments qui sont les plus consommés dans le pays et on va essayer de suivre l'évolution de leur prix. Alors en général, dans certains pays, donc le suivi de l'évolution des prix, il peut se faire chaque mois. D'accord? C'est-à-dire chaque mois, on va se rendre sur les marchés, on va se rendre auprès des grandes surfaces de distribution et auprès des épiceries, etc. Et puis, on va essayer, pour les éléments qui composent ce panier, on va essayer de relever les prix. Donc, ça, c'est un peu la logique de départ. Donc, voilà, le panier est un panier, si vous voulez, type, dont on va suivre l'évolution des prix si vous voulez, chaque mois pour certains pays ou bien chaque année. D'accord? Donc, on va suivre l'évolution des prix régulièrement si vous voulez. Alors, au Maroc, l'indice des prix à la consommation, il est calculé par le Haut Commissariat au Plan, donc ce qu'on appelle l'ACP. D'accord? C'est un organe de l'État. Et la logique est la suivante. Alors, bon, moi, je ne sais pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'IPC, il peut être composé de milliers de biens et de services. On ne va pas prendre des milliers de biens et de services. Vous pouvez donc aller sur Internet, chercher sur le site du Haut Commissariat au Plan et vous allez voir probablement
il doit y avoir une étude qui vous donne des détails sur le contenu de ce panier de la ménagère. Alors, pour savoir comment on le calcule, on va partir d'un exemple. On va supposer qu'on est dans un pays où le panier il est composé de 3. Alors, on peut prendre 3, on peut prendre 10 articles, on peut prendre 100 000, 2000, 3000, 100 000. La logique restera toujours la même. Donc là, on va prendre 3 produits. D'accord. Et puis, la logique veut que l'on suive l'évolution des prix donc de ce panier régulièrement. Alors, on va supposer que le panier est composé de 3 biens A, B, C. D'accord. Et je vous demande de bien me suivre. Vous allez voir, bon, ce n'est pas très, très difficile, mais il faut être un petit peu concentré pour comprendre un peu comment on va parvenir à cet IPC. Donc, on a le panier, donc 3 biens. D'accord. Et on suppose qu'on est en 2017, d'accord? Donc, on va tout simplement relever les prix de ces biens. Donc, on va se rendre sur des marchés, donc au niveau national, pratiquement, donc toutes les régions du Maroc, si vous voulez. Et on va dire, je ne sais pas, le A, ça peut être la viande, par exemple. B, ça peut être le transport. C, ça peut être les dépenses en matière de santé. D'accord. Donc, en fait, on a un certain nombre de biens, de services donc, qui composent ce panier de la ménagère ou qui composent un petit peu le budget des ménages marocains. Alors, en relevant le prix de A, ben, le prix de A, par exemple, en 2017, il était de 30 dirhams. D'accord. B, le prix il était de 6 dirhams. Et C, le prix était de 15 dirhams. D'accord. Alors, on a fait ça en 2017, on peut faire ça en 2018, 2019, 2020, donc d'une année à l'autre, bien sûr. Donc là, j'ai sauté tout simplement donc à l'année 2020. D'accord. Donc, j'aurais pu choisir juste l'année 2018, si vous voulez. Puis, on va faire le même exercice, c'est-à-dire, on va relever le prix de A. Donc, le prix de A en 2020, il n'est plus que de 25. D'accord. B, il a un prix de 12 et C, il a un prix de 16. Alors maintenant, l'essentiel, c'est que c'est vrai, on ne va pas juste additionner ces prix ou bien calculer leurs variations et puis additionner les variations et faire une moyenne arithmétique simple et dire voilà, ça c'est donc, le taux d'inflation. Non, ça ne se passe pas comme ça. On a des biens hétérogènes avec des prix différents. D'accord. Des prix ou des biens qui ne pèsent pas le même poids dans le budget des ménages. Hein, je ne sais pas, dans le petit article du journal marocain dont je vous ai parlé tout à l'heure, il disait que le panier de la ménagère au Maroc, c'est-à-dire le panier type, il est composé à 38% des produits alimentaires. D'accord. Donc, dans ce cas-là, pour calculer l'indice des prix au Maroc, eh bien, le poids des biens alimentaires, de leur prix, de l'évolution de leur prix, va peser très, très lourdement dans le calcul de l'IPC. Si tout à coup, les fruits et des légumes, des fruits, donc le prix de la viande augmente, étant donné que donc les produits alimentaires, ils ont un poids de 38, enfin, je dirais 40% si vous voulez, du budget des ménages marocains, eh bien, cette évolution des prix, elle va impacter le taux d'inflation et donc le taux d'inflation sera plus élevé. D'accord. Alors, c'est pour ça que tous les prix doivent être transformés en indice. Alors, l'indice, comme vous le savez très bien, bon, donc, c'est une grandeur qu'on calcule par rapport à une année de base et l'année de base, elle est toujours égale à 100. D'accord. Donc, ça, c'est la définition d'un indice. Donc, c'est une grandeur que l'on calcule par rapport à une année de base. Alors, on suppose, dans notre cas, que l'indice, à la base, c'est 2017. D'accord. C'est-à-dire que si 2017, c'est la base, donc en fait, les indices des 3 produits est égal à 100. Parce que c'est notre année de départ, si vous voulez. Donc, année de base. Donc, toujours, elle a un indice de 100. Voilà, ça, c'est théorique. Et puis après, bien sûr, donc pour le prix de 2017, bien sûr, leur indice, c'est 100, parce que 2017, on l'a choisi comme une année de base. On aurait pu choisir une autre année de base. Hein, donc, mais l'année de base, elle est fixée. Hein, donc, si je ne me trompe pas, le Haut Commissariat au Plan, il a changé l'année de base, c'est-à-dire donc à partir de laquelle on a la grandeur où l'indice égale à 100. Donc, je pense qu'on l'a changé pour 2017, si je ne me trompe pas, ou pour 2018. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'on parle d'un indice à la base, l'indice à la base, il est égal à 100.
D'accord? Alors, maintenant, notre petit problème, c'est de justement transformer les prix de 2020 en indice. Alors bon, ça, c'est pas très, très compliqué. On va juste poser des petites règles de 3. Donc, par exemple, on va dire pour le produit A, d'accord, le prix à la base, il était de 30, donc en 2017, puisque 2017, c'est la base. Et ce prix, bien sûr, son indice est de 100. Donc, on va faire juste une règle de 3. Donc, on va dire 30, elle a une base égale à 100, d'accord? Et moi, ce que je cherche, c'est de transformer ces 25 dirhams de 2020 en indice. Donc, en fait, j'ai une inconnue et je fais un produit en croix, c'est-à-dire 30 fois x est égal à 25 fois 100, d'accord? Donc, ce qui me fait un x égal à 2500 sur 30, soit un indice de 83 pour 2020. D'accord? Et on va répéter le même exercice. On va prendre chacun des indices. Alors imaginez-vous le travail que vont faire ces économistes qui travaillent sur ces indices. Ils doivent suivre un panier qui est composé de milliers de biens et services. Donc c'est un travail immense. Bon, maintenant, avec les outils informatiques, c'est vrai, donc on peut faire des calculs plus rapides. Alors, on a le B, donc le B, même chose, le produit B, ben, il avait un prix au départ qui était de 6 dirhams, d'accord, son indice est égal à 100, et on cherche à transformer les 12 en indice, d'accord, donc 12 correspond à X, et on fait un produit en croix, et ça nous fait un indice de 200. Après, on a pour le produit C, même chose, donc il a un prix de 15 en 2017, l'indice à la base 2017 est de 100, et les 16, c'est le prix de 2020, et on le transforme en indice, ça nous fait 106. Voilà. Donc en fait, là, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement transformé, excusez-moi, là il y a une petite erreur, c'est pas 2019, mais c'est 2020. Donc là, faites attention, parce on a relevé les prix pour 2020 et non pas pour 2019. Donc, à la place de 2019, vous mettez 2020, bien entendu. Alors maintenant, on a calculé on a des indices à la base, donc 100, et on a transformé les prix en indices pour 2020. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le poids, si vous voulez, de chaque bien dans le budget des ménages n'est pas le même. D'accord. C'est-à-dire que, je disais tout à l'heure que les produits alimentaires, pour le cas du Maroc, c'est 38%, et tous les autres biens et services, ils pèsent pour quelque chose comme, 62%, donc à peu près. C'est-à-dire le transport, les loisirs, les dépenses en matière de santé, les dépenses en matière de logement, les dépenses en matière de télécommunication, c'est important parce que chacun d'entre nous aujourd'hui se balade donc avec un téléphone mobile. Eh bien, on a soit ceux qui ont des abonnements, soit les gens ils ont une carte qu'ils rechargent, etc. Mais ça, c'est des éléments qui font aujourd'hui partie de notre mode de vie, donc de notre mode de consommation. Et donc, en fait, on les intègre aussi dans ce panier de la ménagère. Mais n'empêche que les produits alimentaires représentent 38%. D'accord? Alors, c'est la même logique qu'on va essayer de suivre dans ce petit exercice. On va dire tout simplement que les pourcentages que j'ai choisis ici, c'est des pourcentages au hasard, hein, donc ce n'est pas des vrais pourcentages. On suppose par exemple que le produit A, d'accord, il pèse 30% du budget du ménage. C'est-à-dire, si vous avez un ménage qui a, par exemple, 5 000 francs, 5 000 dirhams, pardon, s'il a 5 000 dirhams de revenus, ça veut dire que le produit A, il représente 30% de ces 5 000, c'est-à-dire 1 500 dirhams sont consacrés aux dépenses relatives à ce produit A. C'est ça le poids. Le poids, c'est-à-dire combien dans mon revenu je vais consacrer à chacun des biens, services, qui composent le panier de la ménagère. Donc là, j'ai supposé qu'il y a 30%. Vous allez voir quelle est l'utilité de ce poids parce que le poids, il joue un rôle important pour impacter, si vous voulez, l'importance d'un bien, donc dans le budget, dans le revenu des ménages, si vous voulez, en matière de calcul de l'évolution des prix, c'est-à-dire du taux d'inflation. Alors, on a 30% pour le premier bien, le bien A. Le bien B, il pèse moins lourdement, et plus lourdement, pardon, excusez-moi, 40%, 40% du budget
du ménage, c'est-à-dire 2000 dirhams sont consacrés aux dépenses relatives au produit B, et puis le C, il a un poids de 30%. J'aurais pu choisir autre chose, mais l'essentiel, c'est que tous les coefficients qu'on appelle ici les coefficients de pondération, d'accord, donc je l'ai marqué quelque part, les coefficients de pondération, ils vont juste mesurer le poids d'un bien ou les dépenses relatives à un bien dans le revenu des ménages ou dans le budget des ménages. D'accord? Et l'essentiel, c'est que le total des coefficients de pondération, il est toujours égal à 100. C'est normal. On ne peut pas dépenser plus que son budget. Quand on a un budget de 5 000 ou un budget de 6 000, de 10 000, eh bien, quand on répartit le budget sur tous les biens et services qu'on consomme, eh bien, ça nous donne un pourcentage, un total de 100%. Donc, j'ai mis ici sigma 100%. Alors maintenant, pour pondérer, si vous voulez, le poids, ou pour prendre en considération le poids de chaque dépense relative à un bien dans le budget, eh bien, on va tout simplement pondérer, on va calculer, on va multiplier, si vous voulez, le coefficient de pondération par l'indice de l'année dont on cherche à calculer le taux d'inflation. Ici, c'est 2020. Alors, on a 83 fois 30%, donc ça nous fait 24,9. C'est comme si vous calculez la moyenne dans le temps. Bon, maintenant, ça a changé, je ne sais pas. Donc, dans le temps, on avait des bulletins de notes où les matières ne pesaient pas le même coefficient. Et donc, je ne sais pas si on donne aux mathématiques un coefficient 3 et on donne à l'économie un coefficient 2. Donc, quand on doit calculer la moyenne générale, bien entendu, si vous avez une très mauvaise note en maths, eh bien, elle va peser plus lourdement dans le calcul de votre moyenne générale. Ben, c'est un peu ça. C'est la même logique. C'est-à-dire, on va essayer de pondérer, c'est-à-dire de multiplier l'indice de l'année dont on veut calculer l'inflation par le coefficient de pondération. Et là, on a 83 30 fois 30, pardon, et 200 fois 40, ça fait 80, et 106 fois 30, ça fait 31,8. Et donc, quand on fait le total des indices pondérés, 2020 ici, pardon, d'accord, quand on fait le total des coefficients pondérés, eh bien, on a l'IPC. C'est-à-dire, quand on fait 24,9 plus 80 plus 31,8, ben, ça nous fait 136,7. Et 136,7, c'est l'IPC de 2020. OK. Alors maintenant, ça, c'est la logique de calcul et vous devez donc la connaître, bien entendu, parce que en tant que jeune économiste, c'est des petites notions que vous devez savoir quelle est la logique qui se cache derrière leur calcul. Alors, une fois que j'ai l'IPC en tant que tel, il n'a pas beaucoup de signification. On va dire l'IPC, il est de 106, 130, 140, 150, 80. On peut faire un calcul, si vous voulez, le total des indices pondérés, et on aboutit à 80. 80, il ne faut pas croire que c'est toujours supérieur à 100. Donc, supérieur à 100, ça veut dire que les prix ont augmenté. Inférieur à 100, ça veut dire que les prix ils ont baissé. Donc, vous pouvez tomber, vous pouvez être dans un contexte où les prix reculent partout. Tous les prix baissent. Et donc, dans ce cas-là, par rapport à l'année dernière ou par rapport à une année de base, ben, les prix ils peuvent être, l'IPC, pardon, il peut être en deçà de 100. C'est-à-dire, il peut être inférieur à 100. Et donc, ça montre que le pays, il est donc dans une période de désinflation, peut-être, donc on verra ça après, ou bien le pays, il est dans une situation de récession grave, de dépression, qu'on appelle une déflation, d'accord? C'est-à-dire que les prix, ils sont en train de reculer. Alors, une fois que j'ai l'IPC, en fait, l'utilité, c'est de le comparer par rapport aux IPC précédents, d'accord? C'est-à-dire que si, par exemple, je m'intéresse au taux d'inflation, pour notre cas, entre 2017 et 2020, ben, c'est très facile à calculer. Je vais juste faire un taux de variation. Donc, c'est-à-dire, vous allez tout simplement faire, donc vous allez prendre, si vous voulez, l'indice de 2020, 136,7, moins l'indice. Donc, l'indice ici, bien sûr, il va être de 100. Donc l'année de base, elle a un indice de 100. Donc, on va faire 136,7 moins 100 sur 100 fois 100. C'est-à-dire
On calcule juste un taux de variation. Un taux de variation, tout le monde sait probablement calculer un taux de variation donc en pourcentage. C'est toujours la valeur d'aujourd'hui moins la valeur d'hier, c'est-à-dire la valeur par rapport à laquelle je veux faire ce calcul. Donc, la valeur d'aujourd'hui moins la valeur d'hier, la base, par exemple, sur la base fois 100. Ça, c'est le calcul d'un taux de variation. D'accord? Par exemple, je m'intéresse, j'ai donc un IPC de 136,7 et je veux le taux d'inflation pour 2020. Eh bien, je fais 136,7 moins 100, c'est-à-dire l'année par rapport à laquelle je souhaite calculer cette variation, divisé par 100, c'est toujours, vous rapportez toujours à la base, fois 100, et ça vous donne votre taux d'inflation. Alors, dans notre cas, bien sûr, le taux d'inflation, il est de 36,7%. C'est-à-dire qu'entre 2017 et 2020, pardon, le taux de variation des prix, c'est-à-dire le taux de variation de l'IPC, qu'on appelle le taux d'inflation, le taux de variation des prix ou le taux de variation de l'IPC, c'est le taux d'inflation. Ben, le taux d'inflation, dans ce cas-là, il est égal à 36,7%. Alors, si maintenant on a la base, mais on peut calculer un taux d'inflation en dehors de la base. C'est-à-dire, j'ai la base, elle me permet juste de calculer les indices, c'est important, d'accord? Mais j'aurais pu avoir, par exemple, les indices pour 2020, donc 24, 9, 80, 31,8, ça m'a donné 136, et j'aurais pu calculer aussi les indices pondérés, ou les indices pondérés, ou la somme des indices pondérés pour 2019. C'est-à-dire, par exemple, j'en sais rien, si vous avez ici, par exemple, vous prenez 2019 et vous aviez des indices enfin, vous aviez un IPC de 106 pour 2019, 106. En 2020, on a 136,7 et donc je peux calculer le taux d'inflation par rapport à 2019. Donc, je prends 136,7 moins les 106 qui sont l'IPC de 2019 sur 106, d'accord, fois 100. Et ça vous fait votre taux d'inflation en 2020 par rapport à 2019 et vous pouvez faire l'exercice pour 2019 par rapport à 2018, par rapport à 2017, etc. Il ne faut pas croire qu'on va toujours calculer le taux d'inflation par rapport à la base. On peut le faire. Il y a des gens qui vont dire, ouais, je m'intéresse à l'évolution des prix au Maroc, par exemple, à partir de 2011. Donc 2011, par exemple, c'est une année de base et 2020. Et on va voir de combien les prix ils ont augmenté sur une période de 9 ans ou même de 10 ans. Comme on peut faire le calcul, et ça c'est ce qu'on fait d'habitude, on va calculer des taux d'inflation annuels. Si vous voulez, c'est toujours cette année par rapport à l'année dernière, sur l'année dernière fois 100. Et ça vous fait ou ça vous permet de calculer un taux d'inflation. Alors maintenant, l'élément que j'aimerais voir avec vous donc maintenant, c'est justement le calcul, pardon, donc l'explication de l'inflation. Alors on a ici, comme je l'ai précisé tout à l'heure, donc là on a tout simplement, si vous voulez, ce qui nous intéresse, c'est, on a commencé avec cette petite définition d'inflation. Donc, l'inflation, c'est la hausse du niveau général des prix. Le niveau général des prix, il est mesuré par l'IPC. D'accord? Et l'évolution de l'IPC dans le temps, c'est-à-dire le taux de variation, si vous voulez, de l'IPC, nous donne le taux d'inflation. Donc, ça, c'est une première définition. Alors maintenant, ce qu'il faudrait retenir, c'est qu'on a on a quelque chose qui est très, très importante que vous devez connaître, c'est ce qu'on appelle donc savoir un peu euh, une définition, si vous voulez, ou bien comment dirais-je,
vous devez savoir distinguer entre donc la nature de l'inflation, d'accord, et les causes de l'inflation. Parce que des fois, comme je le disais en début de séance, il y a des fois quelques confusions qui peuvent exister entre la nature de l'inflation, d'accord, et les causes de l'inflation. Alors, on commence d'abord par la nature de l'inflation. Donc, en fait, quand on parle de la nature de l'inflation, on la définit par ses effets. Qu'est-ce qui s'est passé après la hausse du niveau général des prix? D'accord? L'autre définition, donc, on définit l'inflation par les facteurs qui génèrent l'inflation, c'est-à-dire les causes de l'inflation. Alors, comme vous pouvez le constater, là, je répète un peu ce que j'ai dit, donc tout à l'heure que l'inflation est mesurée par l'indice des prix à la consommation. Donc, ce petit document, je le partage avec vous sur Boodle, hein, sur la plateforme, donc qui ne marche pas ce matin. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne donne pas un cours en direct, donc je n'ai pas pu y accéder, mais je le mettrai à votre disposition. Alors, ce qu'il faut distinguer, c'est que l'inflation, en fait, il y a plusieurs types d'inflation, si vous voulez, en fonction du taux d'inflation. Et ça, c'est quelque chose qui me semble important. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'inflation rampante. L'inflation rampante, c'est l'inflation, le taux d'inflation le plus qu'on rencontre le plus dans le monde. Hein, donc, sauf quelques exceptions, bien sûr. Alors, une inflation rampante, c'est quand le taux d'inflation est inférieur à 5%. Donc, voilà, ça, c'est des normes, si vous voulez, plus ou moins, qu'on utilise pour qualifier l'inflation en fonction de son taux. D'accord? Donc, une inflation rampante, un taux d'inflation inférieur à 5%. L'inflation, elle est déclarée quand on est dans une marge entre 5%, bien entendu, et 10%. D'accord? Quand elle est, pardon, elle est déclarée quand elle est supérieure à 5%, donc jusqu'à 9% à peu près. On dit que l'inflation, elle est déclarée. Donc là, l'inflation, elle commence à s'installer, bien sûr, et c'est un taux qui reste quand même assez élevé. Après, quand vous avez un taux d'inflation qui dépasse les 9, donc on est en fait entre 10 et 20%, on dit que l'inflation elle est galopante. Donc là, le taux il est encore plus important. Et donc, quand vous lisez, par exemple, inflation galopante, ça veut dire qu'on est un taux d'inflation qui est supérieur à 10% jusqu'à 20%. Et quand vous dépassez les 20%, donc vous allez à 25, 30, 40, 50, 100%. Donc, il y a certains pays qui, à un moment donné, ils avaient des taux d'inflation de 100%. Je ne sais pas, donc le cas du Brésil, par exemple, il y a quelques trentaines d'années en arrière. Donc, c'était des taux d'inflation qui avoisinent les 100%. Et dans ce cas-là, on va parler d'une hyperinflation. D'accord? Donc, retenez ça. Rampante, inférieure à 5%, entre supérieur à 5 jusqu'à 9%. Donc, l'inflation, elle est dite déclarée. L'inflation, elle est galopante quand elle est supérieure à 10% jusqu'à 20%. Et après, on a ce qu'on appelle une hyperinflation à partir de 20%. Alors maintenant, avant de parler des causes de l'inflation, quelle est sa nature? Quelle est la nature de l'inflation? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'inflation est un phénomène monétaire par nature. D'accord? Donc, l'inflation est un phénomène monétaire par nature. Pourquoi l'inflation est un phénomène monétaire par nature? Eh bien, c'est très simple. C'est que lorsque il y a une inflation, c'est-à-dire lorsque le prix ou les prix augmentent, une augmentation du niveau général des prix, le pouvoir d'achat de la monnaie baisse. C'est ça ce qu'on appelle la nature de l'inflation. C'est-à-dire que l'inflation, l'effet immédiat qu'elle a, c'est que l'argent qu'on a entre nos mains, il nous permettra d'acheter moins. Si par exemple, pardon, vous avez, euh, vous avez 100 dirhams. Alors avec ces 100 dirhams, par exemple, je peux acheter, allez, on peut acheter 1 kg de viande,
d'accord? Et quelques légumes, peut-être un petit peu d'huile. Donc, ça nous fera 100 dirhams, d'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le pouvoir d'achat de l'argent, le pouvoir d'achat de 100 dirhams. On peut avoir le pouvoir d'achat de 1000 dirhams, de 5000 dirhams, etc., etc. Donc, ça, c'est important. C'est-à-dire, à chaque fois, on va comparer la quantité de monnaie qu'on a entre nos mains avec ce que cette quantité de monnaie peut nous permettre d'acheter. D'accord. Alors, si maintenant j'ai fait cet achat de viande avec ces légumes, avec un peu d'huile, avec un peu d'épices, etc., avec un peu de, je sais pas, donc de fruits, je sais pas, donc c'est avec 100 dirhams, on peut avoir tout ça, mais supposons qu'on peut faire tous ces achats avec 100 dirhams. Alors, je l'ai fait, on est le 9 janvier, d'accord, 2021. Et j'attends un an après, c'est-à-dire le 9 janvier 2022, et je prends mes 100 dirhams. Et je vais faire le même achat. Je vais essayer d'acheter 1 kilogramme de viande, je vais acheter quelques fruits et légumes, je vais acheter un peu d'épices, un peu d'huile, etc., etc. Alors, le problème qui se pose, c'est que quand il y a inflation, quand les prix ils ont augmenté, même si le prix de la viande peut-être il est resté le même, mais si les fruits et légumes ils ont augmenté, ou le prix de l'huile a augmenté, ou le prix des épices a augmenté, eh bien, on peut acheter moins avec les centimes. Si par exemple l'inflation elle est juste rampante, c'est-à-dire on a un taux d'inflation de 5% entre 9 janvier 2021 et le 9 janvier 2022, ça veut dire que vous aurez 5% d'achat en moins. Par exemple, vous allez dire, eh bien, je vais acheter peut-être moins de légumes, ou je vais tout simplement ne pas acheter de fruits. Je vais peut-être diminuer la quantité de viande que je vais acheter. Peut-être je ne vais pas acheter 1 kilogramme, mais je vais acheter 700 grammes. D'accord? Et donc, c'est ça la nature de l'inflation. C'est que l'inflation, c'est un phénomène qui détruit le pouvoir d'achat de la monnaie. C'est-à-dire, avec l'inflation, la quantité de biens, c'est ça le pouvoir d'achat, la quantité de biens qu'on peut ou de services qu'on peut acheter avec une quantité de monnaie baisse. D'accord? Quand la quantité de biens et de services qu'on peut acheter avec une unité monétaire ou avec une somme d'unités monétaires, eh bien, cela signifie tout simplement qu'on perd du pouvoir d'achat et ça, c'est la nature de l'inflation. Donc l'inflation, elle détruit le pouvoir d'achat de la monnaie. Donc elle fait baisser le pouvoir d'achat de la monnaie. Alors certains économistes, ils disent d'ailleurs, et ça c'était assez fort, donc je me rappelle, donc quand j'étais étudiant, il y avait des professeurs, ou nos professeurs, qui parlaient du phénomène de l'érosion monétaire. L'érosion monétaire. Ça veut dire que la monnaie ou la valeur de la monnaie, elle va s'éroder. C'est comme l'érosion d'un rocher, d'accord? Parce qu'il y a l'inflation. Ça, c'est la nature de l'inflation. Donc, on peut avoir toutes les causes possibles et imaginables de l'inflation. On peut en avoir plusieurs, on verra ça dans un instant. Mais par contre, elle a une nature. La nature de la monnaie, la nature, pardon, de l'inflation, c'est qu'elle réduit le pouvoir d'achat de la monnaie. Chaque fois que vous avez une hausse des prix, le pouvoir d'achat d'une quantité de monnaie, la même bien entendu, aura tendance à baisser pour justement subir les effets de cette hausse des prix. Alors maintenant, l'autre élément, donc à côté de ce que je viens de mentionner, donc il faut peut-être même noter ça, on va dire tout simplement, avant de parler des causes, on va dire que l'inflation est donc un phénomène, monétaire par nature. Phénomène monétaire, un phénomène monétaire par nature. D'accord? Phénomène monétaire par nature, ça c'est un élément qui me semble important. Alors, une fois qu'on a défini la nature de la monnaie, bien sûr, maintenant, on peut s'interroger sur les causes, c'est-à-dire quelles sont les causes de l'inflation, c'est-à-dire quels sont les facteurs
qui vont générer de l'inflation. Alors là, il y a tout un ensemble de facteurs qui peuvent être responsables de la hausse du niveau général des prix. Donc là, je vais partager avec vous les causes les plus connues. Alors, la première cause de l'inflation, c'est ce qu'on appelle l'inflation par la demande. Donc ça, c'est une explication classique, c'est-à-dire que si vous êtes dans un pays où la demande globale, donc je parle ici, ce n'est pas la demande d'un ménage, parce qu'on a dit que le phénomène est un phénomène général, donc demande globale, d'accord? Demande globale, c'est-à-dire composée à la fois de la consommation des ménages, il y a également la consommation de l'État, c'est-à-dire les dépenses publiques, d'accord? Donc, dépenses publiques. Et il y a, bien entendu, les investissements, toujours au niveau global. D'accord? Donc, il ne faut pas croire que c'est juste une demande du consommateur. D'accord? La demande globale. Alors, maintenant, bien sûr, donc chaque fois qu'on a une demande qui est supérieure à l'offre, l'offre, c'est la production, donc dans le pays, non, donc offre, donc c'est aussi une offre globale, c'est-à-dire la production, donc mesurée par le PIB, donc du pays, offre globale. Eh bien, on a une inflation. On a une inflation, donc c'est normal. La demande, en fait, elle crée une rareté, parce que si vous avez une demande qui est supérieure à l'offre, ça veut dire qu'il y a une rareté de la chose, des biens, des services. Et s'il y a une rareté par rapport à l'offre, elle est rare par rapport à une demande qui est abondante, eh bien, en principe, les prix doivent augmenter. D'accord? Et dans ce cas-là, bon, là, j'ai précisé, il y a la hausse des dépenses des entreprises et des ménages. En fait, les dépenses des ménages, c'est C, c'est la consommation finale. Les dépenses des entreprises, c'est les investissements. C'est ça, parce qu'une entreprise, quand elle investit, en fait, elle dépense, elle achète des biens et des services. Quand on dit que l'entreprise X, elle a investi, c'est qu'elle a acheté de nouveaux moyens de production, enfin de nouveaux équipements, comment dirais-je, de nouveaux bâtiments, elle a acheté un brevet, une licence pour produire quelque chose, enfin, elle a acheté un brevet mais en tout cas, les dépenses des entreprises, ce sont des investissements. Donc, d'un point de vue économique, bien sûr. Alors après, vous avez les dépenses publiques, donc comme je l'ai marqué ici, donc dépenses de l'État. Et il y a trois éléments qui sont importants, qui peuvent relativiser cette relation, c'est-à-dire qui font que on n'a pas automatiquement, si vous voulez, donc la hausse de la demande, en tout cas plus rapide que l'offre, quand la demande est supérieure à l'offre, eh bien, cela ne provoquera pas instantanément ou immédiatement une hausse des prix, parce que tout dépend comment est-ce qu'un certain nombre de facteurs vont jouer. D'accord? Alors, donc, le premier facteur, c'est le plein d'emploi. C'est-à-dire que si vous êtes dans un pays où donc les facteurs de production sont pleinement employés, rappelez-vous, on avait déjà parlé de cette notion quand on a vu la théorie quantitative de la monnaie, donc la théorie de Fisher. Eh bien, on est parti de l'hypothèse que les facteurs de production sont pleinement employés. Pleinement employés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut plus recruter de travailleurs parce que tous les travailleurs sont occupés, tous les travailleurs travaillent, et on ne peut pas augmenter donc la cadence si vous voulez, de production de nos machines. Donc, on dit les facteurs de production sont pleinement employés. Donc, si les facteurs de production sont pleinement employés, ça veut dire qu'on ne peut pas augmenter l'offre. C'est ça. Car l'offre est là, elle est saturée. C'est pareil, vous produisez 100 000 articles de quelque chose, en utilisant tous vos facteurs de production, vous ne pouvez pas augmenter la production. En tout cas, si vous êtes dans une économie fermée, donc vous ne pouvez pas faire appel
à une offre étrangère, notamment à travers des importations. Donc ça, c'est un facteur qui est important. Alors, donc, si vous avez une offre que vous ne pouvez pas augmenter et que de l'autre côté, la demande, elle augmente, donc vous créez un déséquilibre. C'est-à-dire que la chose qui va augmenter, c'est forcément les prix. C'est-à-dire qu'il y aura une sélection par le prix, donc les prix seront plus chers et c'est ça, en fait, ce qui va, dans le temps, réduire peut-être la demande pour qu'elle retrouve un niveau tel qu'elle sera égale à l'offre. Donc là, c'est une hypothèse importante. C'est-à-dire pour que ça joue, pour que la demande supérieure à l'offre implique ou déclenche l'inflation, il faut que les facteurs de production soient pleinement employés. S'ils ne sont pas pleinement employés, eh bien, on peut augmenter haut. Et si on augmente haut, bien sûr, eh bien, il y aura une égalité. Donc, il n'y aura pas une rareté. Donc, la rareté, en fait, elle ne sera pas le facteur qui expliquera la hausse des prix, puisque l'offre, elle augmente. Et si l'offre, elle augmente pour rejoindre le niveau de la demande, eh bien, il n'y a rien qui va se passer. Alors, un autre élément qui peut relativiser cette théorie, c'est que même si des fois on a une demande supérieure à l'offre, elle n'entraîne pas forcément une augmentation des prix si les entreprises disposent de stocks suffisants. C'est-à-dire que si tout à coup la demande augmente et qu'on ne produit pas assez, eh bien les entreprises elles vont puiser dans leur stock pour augmenter l'offre sur le marché. Donc elles produisent, elles mettent sur le marché, mais elles ont des stocks. Donc si vous êtes dans un système où les entreprises travaillent avec des stocks, je ne sais pas, aujourd'hui dans l'industrie automobile, les entreprises, elles produisent, pas pour satisfaire immédiatement une demande. Donc, ils produisent et puis ils mettent leurs produits en stock, leurs voitures en stock, et puis après, ces stocks s'écoulent au fur et à mesure donc de la manifestation de la demande. Mais si donc on est dans une économie où on est en déséquilibre et puis on a une marge de manœuvre, c'est-à-dire on a des stocks suffisants, d'accord, eh bien on peut augmenter l'offre. Mais si les stocks sont insuffisants, oui, effectivement, la demande supérieure à l'offre, elle entraîne une augmentation des prix. D'accord. Donc là, j'ai mis stock insuffisant. Si les stocks sont suffisants, vous allez augmenter haut. Donc il n'y aura pas d'inflation. Mais s'ils sont insuffisants, ben, la demande supérieure à l'offre, elle entraîne l'inflation. Et puis après, il y a un autre élément qui, en fait, c'est l'autre hypothèse, c'est l'impossibilité d'accroître donc la productivité des facteurs. Donc, la théorie qui nous dit que la demande supérieure à l'offre, elle entraîne l'inflation, en fait, elle part du plein emploi des facteurs de production. Mais des fois, même si les facteurs de production sont pleinement employés, s'ils sont utilisés avec efficacité, on peut augmenter la production. C'est-à-dire qu'on peut avoir le même nombre de travailleurs, on ne peut pas recruter plus de travailleurs parce qu'il n'y en a pas, mais par contre, ceux qui travaillent, on va leur demander d'être plus efficaces. C'est-à-dire un ouvrier déjà occupé, on va lui dire, voilà, donc vous produisez 10, ok, on aimerait bien que vous produisez 15. Et les 5 produits supplémentaires, en fait, c'est un gain de productivité. Alors, comment on peut le faire? Ben, on va dire, on va mieux organiser la production, par exemple. L'organisation de la production est un facteur de productivité qui permet à l'ouvrier d'être plus efficace. D'accord. On peut mieux le rémunérer, c'est-à-dire augmenter son taux horaire, enfin, donc son salaire horaire. D'accord. On peut également améliorer son efficacité en mettant à sa disposition un matériel plus sophistiqué. Les outils de travail, par exemple, donc, qu'on mettra à sa disposition, des outils modernes, par exemple, je ne sais pas, des machines assistées par ordinateur, donc des machines automatiques, etc., etc. Donc tout ça, c'est des facteurs. Quand vous ne pouvez pas accroître la productivité, vous avez ça, c'est-à-dire toute augmentation de la demande, plus forte en tout cas que l'offre, elle entraîne l'inflation. Par contre, si vous avez la possibilité d'accroître la productivité, c'est-à-dire avec les mêmes facteurs de production, je fais mieux. D'accord. Avec les mêmes facteurs de production, je fais mieux. Tout simplement parce que je suis mieux organisé. J'ai des outils de travail qui sont plus sophistiqués. J'ai une politique sociale ou bien une politique de rémunération qui est très motivante, en tout cas pour mes collaborateurs. Et tout ça, ça va
permettre, bien entendu, d'augmenter haut sans augmenter de facteurs de production. C'est-à-dire, on gardera les mêmes facteurs, les mêmes ressources, mais on fait mieux avec ces ressources. Et puis après, on a donc l'inflation par les coûts. Bon, ça, c'est une explication qui est très, très connue. Donc, ce qu'on appelle une inflation par l'offre. C'est-à-dire que chaque fois qu'une entreprise doit produire plus cher, c'est bien, eh bien, la plupart du temps, elle va répercuter ça sur le prix de vente. Par exemple, si une entreprise elle doit faire face à une hausse de salaire, ça veut dire tout simplement que ses coûts seront plus importants, ses coûts de production sont plus importants parce que le salaire est un élément, c'est des charges pour l'entreprise, donc c'est un élément de coût, un élément de coût direct, d'accord? Et donc, si les coûts augmentent, en général, l'entreprise, elle a le choix en deux choses. Soit elle va dire, je ne touche pas mes prix, même si les coûts augmentent, dans ce cas-là, je vais perdre, donc en termes de marge, donc la marge bénéficiaire de l'entreprise, elle va baisser. Mais si elle veut garder la même marge, euh, toute augmentation du coût se traduit forcément par une augmentation de prix. Donc, l'entreprise, elle a la capacité de répercuter la hausse des coûts sur les autres. Et donc, on peut parler d'une inflation par les coûts. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire en théorie. Alors là aussi, c'est une théorie, si vous voulez, une explication qui, généralement, elle est à relativiser. Donc, elle est à relativiser, encore une fois, par le fait que la hausse des salaires non compensée par des gains de productivité, c'est-à-dire qu'elle peut jouer si les salaires augmentent, mais la production n'augmente pas. D'accord? Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que si vous avez une hausse de salaire ou vous avez augmenté vos salaires pour une raison X, Y, pour motiver vos travailleurs, d'accord? Et si ces salaires, cette hausse de salaire, elle va se traduire par une amélioration de la productivité, l'amélioration de la productivité, en principe, elle doit se traduire par une baisse des coûts dans le temps. D'accord? Donc, donc une baisse pardon, des coûts dans le temps. Chaque fois que vous êtes efficace en matière de production, d'accord, vous pouvez vous permettre dans le temps de maîtriser vos coûts, baisser vos coûts et voire même baisser vos prix. D'accord? Alors, si maintenant vous êtes dans une situation où les prix, où les salaires augmentent et il n'y a aucun effort de productivité donc à souligner, l'entreprise n'a aucun effet ou les travailleurs de l'entreprise ne font pas mieux, donc ils ne sont pas efficaces, et bien effectivement, la hausse des salaires signifie hausse des coûts et la hausse des coûts non compensée par des gains de productivité implique une augmentation des prix. D'accord? Alors, je vais essayer de vous donner un petit exemple chiffré que je partagerai avec vous sur la plateforme de l'université. Donc, je le ferai probablement en début de semaine. Après, vous avez un autre élément de coût important pour l'entreprise, c'est les coûts financiers. Il y a l'entreprise qui va emprunter de l'argent à la banque, par exemple, pour financer son cycle d'exploitation, ou bien l'entreprise, elle va emprunter pour financer ses investissements. Tout emprunt, se traduit par des coûts, par des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, c'est des charges financières. Et donc là aussi, la hausse des charges financières pour l'entreprise, elle sera répercutée sur la hausse sur la hausse des prix, sur les prix. Et puis enfin, vous avez l'accroissement du prix des matières premières. Là aussi, l'entreprise, bon, elle a du mal des fois à donc ne pas faire autrement que d'augmenter ses prix. C'est-à-dire que si elle doit acheter des matières premières plus chères, moi j'en sais rien, si l'entreprise elle doit importer du gaz ou importer du pétrole, ou bien si le prix des matières qu'elle transforme ont connu une augmentation de prix sur le plan international, que cette matière, bien sûr, elle est stratégique pour l'entreprise, ben, la plupart du temps, encore une fois, si l'entreprise ne peut pas faire autrement, si l'entreprise ne veut pas toucher à sa marge bénéficiaire, elle est dans l'obligation d'augmenter ses prix. Donc, je vais arrêter cette vidéo maintenant parce que je suis en train de m'enregistrer sur Zoom et pour que l'enregistrement ne soit pas très, très lourd, je vais essayer donc de partager ce cours en 2 fois et donc je vais arrêter la séance d'aujourd'hui à ce niveau-là.